comment tu as été amené à t'intéresser aux états de conscience? Merci Patrice, merci Laurence, bonjour tout le monde. Alors, je dirais, fil conducteur, c'est l'étude de la conscience. Et ça reste un énorme mystère pour la science. Ça fait partie d'une de ces grandes questions, comme l'origine de la matière, l'origine de la vie, comprendre la conscience est extrêmement difficile et c'est justement pour ça qu'il faut faire plus d'efforts. À côté de ma casquette de scientifique, je suis aussi médecin et là c'est plutôt par frustration comme neurologue quand je suis confronté à des personnes dites inconscientes dans le coma. Très vite dans ma carrière, je me rendais compte des limites, comment pouvoir dire quelque chose de sensé sur justement cette conscience qui est tellement subjective, première personne, et tout ce qu'on fait comme clinicien, c'est de tirer des conclusions, faire des inférences basées sur un comportement. On va parler, on va poser des questions, observer le comportement. Et donc, j'étais très content de pouvoir utiliser la neuroimagerie fonctionnelle. Et c'est ça avec l'équipe, le Coma Science Group que j'ai créé et qui fait, je pense, une superbe équipe qui fait partie du centre de recherche GIGA, où il y a différents laboratoires qui vont essayer de mieux soigner et aussi mieux comprendre à travers l'étude du cerveau blessé, donc le Coma Science Group, mais aussi les études sur l'anesthésie où les anesthésistes vont donner différentes drogues, y compris des médicaments qui font halluciner, psychédéliques, et puis aussi les modifications, je dirais, physiologiques. Qu'est-ce qui se passe pendant le rêve, pendant l'hypnose, la méditation, la transe. Et donc, voilà, le fil conducteur, c'est la conscience. Et le pourquoi, c'est justement parce que c'est compliqué, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ignore sur le sujet. Alors, ce qui est très étrange, c'est que les livres de psychiatrie influencés par la psychanalyse pendant des décennies savent nous parler de l'inconscient ou essayent de nous parler de l'inconscient. L'inconscient, dans les dictionnaires de psychanalyse, ça prend des pages et des pages. Par contre, sur conscience, il n'y a pas grand-chose. Alors, dans d'autres cultures que la nôtre, oui, dans la culture bouddhiste en particulier, il y a des pages et des pages, enfin des livres entiers sur les différents états de conscience. Chez nous, c'est assez pauvre. Est-ce que cela t'est compréhensible? Est-ce que tu appréhendes les raisons de ce manque dans notre culture? Oh, c'est en dehors de mon domaine d'expertise. Je pense comme médecin qu'on va utiliser des définitions opérationnelles. On va réduire ce qu'on appelle la conscience à une dimension d'éveil, ce qui est très simple à mesurer. C'est simplement là, Patrice, si je me pose la question, est-ce que tu es bien conscient, c'est je vais évaluer ton niveau d'éveil. Et donc là, je vois que tu as les yeux grands ouverts, donc ça me rassure. Et puis, ton niveau, ton contenu plutôt de conscience, à nouveau, c'est assez simple. Je vais poser des questions. Donc là, je vais te demander de bouger ta main gauche, par exemple. Et je vais voir que tu le fais. Et donc, pour moi, comme clinicien, c'est la preuve que tu es conscient. C'est utile en clinique, mais c'est clair qu'on peut passer à côté de certaines choses. Comme scientifique, là, c'est une autre problématique. Je suis ni psychanalyste, ni expert dans la littérature bouddhiste. Je pense qu'on a très difficile à définir la conscience, du coup l'inconscience, et en effet, alors ça va dépendre de quel livre on va consulter. Si vous posez la question à un
un informaticien, il va vous parler d'intelligence artificielle et poser la question est-ce que les ordinateurs sont conscients? Un biologiste, il va vous parler peut-être d'une conscience chez l'animal. L'anesthésiste, le neurologue a encore une autre définition, comme je viens d'écrire, qu'on va appliquer au bord du lit. Et donc, le philosophe, on va après écouter Michel Bitbol et ça va être une vision, mais c'est clair qu'on va poser la question à différents chercheurs, philosophes, ou prêtres ou différentes cultures, on va chaque fois avoir une réponse un peu différente. Et pour moi, ça illustre juste notre ignorance. On est en train de décrire quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Et alors, c'est peut-être naïf de ma part, mais je garde cet optimisme d'essayer d'appliquer la méthodologie scientifique, c'est d'essayer de confronter ce qu'on pense comprendre avec ce qu'on pense mesurer. Et j'essaye humblement avec l'équipe d'avancer dans ce domaine où on n'est même pas capable de dire est-ce qu'on a compris 50% de la question sur la conscience, l'inconscience, ou 5%, ou 0,005%. Notre ignorance est énorme. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, quelque part, c'est ça qui est fascinant. Et c'est ça qui, pour la raison, entre autres, qu'avec l'équipe, on essaye d'avancer dans ce domaine, où je pense aussi, Patrice, si je peux me permettre, que la science et la médecine s'est trop longtemps autocensuré. Quand moi j'ai commencé dans les années 90, c'était, je parle belge, vous me permettez, c'était un tabou. On ne pouvait pas obtenir des fonds pour étudier la conscience. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Quand on va décider, ben ça c'est un sujet crédible, et ça non, il faut le laisser de côté. Alors, enquêtant sur le cerveau, alors sur l'autre côté du tunnel, si je puis dire, j'interviewais le psychologue cognitiviste et psychoneurologue, il n'est pas médecin, mais il dirige un gros laboratoire comme le tien, ce qui s'appelle Neurospin à Orsay, près de Paris, et il s'agit de Stanislas Dehaene. Et Stanislas Dehaene, qui travaille aussi avec des neurologues comme Lionel Nakache, par exemple, me disait la chose suivante, c'était qu'ils avaient fait une découverte qui, pour eux, avait été une surprise quand ils avaient été amenés à constater que la prise de conscience, une prise de conscience même toute petite, par exemple, si je te dis, tiens, derrière toi, je vois un tableau avec des arbres, là, tu n'en avais pas conscience, tu n'en avais pas conscience. À la seconde où je te l'ai dit, tu as pris conscience, parce que tu t'es rappelé que oui, dans ton dos, il y a ce tableau. À cette seconde-là, nous disait Stanislas Dehaene, c'est l'ensemble du néocortex qui s'allume, qui se met en route. Ce n'est pas simplement une zone, c'est l'ensemble. Pour eux, ça avait été très important. Et je me dis, mais alors comment peut-on expliquer, dans les paradigmes actuels, comment peut-on expliquer ce qu'on appelle une expérience de mort imminente que tu as étudié plusieurs fois, depuis des années, puisque la personne est, dans bien des cas, dans le coma, ou bien elle a le cœur arrêté, donc elle a le cerveau quand même qui ne doit pas fonctionner terrible. Dans certains cas, elle est même déclarée mort clinique. Et donc, comment l'ensemble de son cortex pourrait s'allumer, vu le triste état où il se trouve, alors même que cette personne qui a vécu une expérience de mort imminente nous dit que jamais elle s'est sentie aussi consciente. Ça, c'est une des choses qu'on retrouve dans pratiquement toutes les expériences de mort imminente. Elles sont très différentes les unes des autres, mais elles ont un point commun, c'est que les gens ont l'impression qu'ils ont été plus conscients que jamais. Alors, c'est une impression. Tout à l'heure, on parlera avec Michel Bitbol de l'importance à accorder aux impressions, au vécu des gens. Mais comment toi, neurologue qui essaie d'utiliser l'outillage scientifique actuel, tu peux faire un lien entre ce cerveau qui fonctionne quand même pas bien quand on est dans le coma, n'est-ce pas, ou quand on est très accidenté, et se souvenir d'une expérience de conscience extraordinaire.
Alors tout à fait, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce sujet. Il y a pas tout le cerveau, il y a ce qu'on appelle le réseau neuronal global. Et avec l'équipe, d'ailleurs, on a identifié 2 réseaux de la conscience. Il y en a un qui est important pour être conscient de tout ce qui nous entoure, le monde extérieur, tout ce qui est perception sensorielle qui se trouve au niveau des 2 hémisphères devant, derrière, donc c'est le réseau fronto-pariétal. Puis il y a un deuxième type de conscience, la conscience, si on veut, de soi, du monde intérieur, cette petite voix qui nous parle, qui sûrement, pour le moment, est en train de te parler, tu prépares la prochaine question, ça te permet d'anticiper, d'avoir de l'imagerie mentale, penser à ton passé autobiographique et planifier le futur. Donc ça, ce réseau de la conscience du monde intérieur se trouve plutôt à l'intérieur, à nouveau un réseau fronto-pariétal pour chaque hémisphère 1. Je le décris dans mon livre Un si brillant cerveau, aussi sorti chez Odile Jacob. Et tu as tout à fait raison que c'est fascinant, alors qu'on sait que le cerveau il est fragile, c'est l'organe qui a besoin de plus d'énergie de tout notre corps. Comment, en cas d'arrêt cardiaque, de traumatisme très grave, alors qu'il souffre beaucoup et qu'il a une activité qui est très loin de la normale, qui est très basse, on a ce qui pour moi est une réalité physiologique, hein, c'est perception tellement riche, tellement détaillée qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Donc, c'est pour moi fascinant et je pense qu'il faut encore augmenter nos efforts. Peut-être qu'il faut moins d'activation cérébrale qu'on s'imaginait historiquement, ou peut-être il y a autre chose. Donc, un scientifique, évidemment, il doit être critique aussi à ses propres explications et ne pas partir des a priori dogmatiques. Mais vous avez tout à fait raison que c'est fascinant de voir comment un cerveau en grande souffrance est capable d'avoir ces perceptions tellement riches et détaillées. Mais alors, irais-tu jusqu'à penser, on sait bien qu'un animal a une forme de conscience, mais irais-tu jusqu'à imaginer que la conscience puisse appartenir à d'autres règnes, que la conscience, qu'une plante puisse avoir une conscience, ou que la conscience corresponde à quelque chose dont on ignore tout, et que la conscience n'est pas réductible à ce que nous connaissons déjà et n'est pas réductible, en tous les cas, au fonctionnement d'un système nerveux. Je ne sais pas. Donc, évidemment, comme neurologue, ce serait bizarre d'ignorer tout cet énorme travail des autres collègues, médecins, neuroscientifiques. Et je trouve que c'est super important, évidemment, on est tous d'accord, de mieux comprendre le fonctionnement de ce cerveau et expliquer comment il est important dans nos pensées, nos perceptions, nos émotions. Hein. Je pense que ça, c'est extrêmement utile et la traduction de cette connaissance vers une meilleure prise en charge clinique me semble être très satisfaisant aussi dans mon métier de clinicien. Est-ce qu'il y a autre chose quand tu dis peut-être il y a quelque chose en dehors du cerveau? Oui, mais alors il faut aller plus loin et aussi être critique pour cette piste-là. Ce serait quoi? Une forme d'énergie, mais quel type? Onde électromagnétique, mais quel type? Et comment tester cela? Comment falsifier cette hypothèse, comme on essaye de le faire en science, de perturber cette forme en dehors de notre cerveau. Et donc, là aussi, on a très difficile. Et je pense que pour le moment, alors que les expériences de mort imminente sont incroyablement fascinantes, et je le répète, on n'a pas compris le phénomène, c'est difficile aussi. Et quand je regarde les études qui ont testé est-ce qu'il peut y avoir une perception consciente en dehors du cerveau, en mettant par exemple des objets en hauteur, uniquement visibles si on a par exemple des expériences de décorporation, là où il y a des arrêts cardiaques qui se passent par exemple à l'hôpital,
Jusqu'à présent, il n'y a pas un seul témoignage qui a pu nous dire, ben oui, il y a eu une perception en dehors du cerveau, quelqu'un a pu dire qu'est-ce qui était caché là, près du plafond, invisible, du point de vue du patient. Mais à nouveau, je pense que c'est intéressant de faire ces recherches sans a priori dogmatique et trop souvent, je constate que la discussion est assez polarisée. Hein, j'y crois pas. On va parler des matérialistes ou des monistes versus les dualistes, les idéalistes, etc. Moi, je n'aime pas être mis dans une case. Je le répète, pour le moment, tous ces termes, pour moi, ne reflètent que notre ignorance sur un sujet qui est extrêmement important, mais aussi extrêmement compliqué. Et donc, permettez-moi de juste essayer d'avancer avec tous les moyens dont on dispose et un esprit ouvert, mais en utilisant la méthodologie scientifique. Ouais, j'ai encore deux questions parce qu'on pourrait en poser. Peut-être que tout à l'heure, avec Sonia Barkala, on pourra parler de l'expérience dont tu disais qu'elle n'était pas concluante pour le moment, des signes qu'on cache quelque part. C'est des expériences de Sam Parnia en Grande-Bretagne en particulier. Deux questions encore à te poser. Et là, peux-tu nous dire d'abord, en quelques mots, en quoi tout cela a été enrichi par tes études sur la méditation, avec Mathieu Ricard en particulier, dont tu as scanné le crâne pendant qu'il méditait, et avec Corinne Sombrin, qui est elle qui rentre dans des transes chamaniques. Tout ceci sont des pièces d'un puzzle très mystérieux, mais voilà, est-ce que tu peux... Quelles sont les passerelles entre tout cela? Mais à nouveau, c'est l'étude de la conscience. Je trouve fascinant de discuter avec, par exemple, Mathieu Ricard, moine bouddhiste, qui va m'expliquer ce qu'il perçoit dans ces différents états de conscience modifiés. Et là aussi, je pense que c'est utile de faire la différence entre une connaissance théorique et puis de vraiment vivre le phénomène. Et donc, voilà, je suis pas un expert en méditation comme ces grands moines bouddhistes, et j'essaye, je fais ce que je peux. Idem pour pour Corinne Sombrin, ou avec l'équipe, on a participé à ces workshops où tout le labo va suivre ces consignes et on fait voilà ces trans cognitives comme elles les appellent. Et donc, ça illustre bien que, comme scientifique, je pense que c'est important d'essayer de vivre l'expérience même à côté de toutes ces connaissances qui sont eux aussi évidemment importantes en neurologie et en neurosciences. Donc oui, c'est fascinant de pouvoir utiliser ces machines qui vont faire des mesures objectives, que ce soit l'électroencéphalographie qui mesure l'activité électrique, l'IRM fonctionnel, le PET scan où on injecte du sucre radioactif et on va étudier le métabolisme cérébral, où on va perturber aussi l'activité du cerveau avec la TMS, stimulation magnétique transcrânien. Donc, par tous les moyens possibles et imaginaires, on va étudier non seulement ce qui se passe en pathologie après le coma, mais aussi en méditation, en transe, en hypnose. Hein, on a une grande tradition à Liège avec plus de 10 000 patients qui ont subi des opérations, des chirurgies, alors qu'ils étaient conscients, sans anesthésie, en train de penser à leurs vacances dans cet état hypnotique. Et d'ailleurs, pour le moment, on essaie de répondre à la question, mais qu'est-ce qui serait commun et différent entre ces différents états? Je retiens une chose essentielle, me semble-t-il, qui se fond dans le projet de Laurence et de tout ce groupe qui anime le futur fonds médecine et état de conscience auquel tu vas participer. Et
et la question est la suivante, c'est que comment faire avancer la science, comment faire avancer la recherche. Et un point acquis déjà formidable, me semble-t-il, c'est que un universitaire comme toi, un chercheur, à la fois médecin et chercheur et enseignant d'une grande université européenne, reconnaît que ces états de conscience comme l'EMI ou comme l'état de transe chamanique ou l'état de méditation sont des états que nous ne connaissons pas bien, dont nous ne connaissons, tu dis peut-être nous ne connaissons que 5% d'un ensemble immense. Et donc, comment avancer? L'idée du fond, c'est de réunir eh bien, des finances pour aider des recherches nouvelles. Est-ce que le Coma Science Group dont tu t'occupes est lui-même à la recherche, je suppose, de financement? Tout dépend d'une interdisciplinarité. Je crois que les groupes que tu animes sont interdisciplinaires. Est-ce que tu peux nous parler de ça? 2 minutes. Oui, interdisciplinaire, certes. Donc, on a besoin, et dans l'équipe, nous sommes une 30-40aine, il y a des cliniciens, des médecins, des psychologues, et l'autre moitié, c'est des ingénieurs, informaticiens, statisticiens. Et donc, le défi, c'est de faire communiquer ces différents experts. Et donc, ça, c'est fascinant. Donc, c'est quelque part entre ces deux chaises-là que cela se passe. Et quand tu as mentionné le défi de trouver des financements, ben oui, comme chercheur, je cherche souvent, malheureusement, d'abord de l'argent, des financements. Et donc, je suis très heureux avec cette initiative de Laurent, cette fondation qui, je l'espère, va permettre aux différentes personnes des équipes qui s'intéressent à la problématique d'avoir des financements, de pouvoir avancer. C'est des recherches qui sont coûteuses parfois quand on a besoin de ces grosses machines. Mais ce qui est important aussi, et je pense que Michel après va rebondir là-dessus, c'est qu'il faut commencer par le vécu subjectif lui-même. Donc, qu'est-ce que la personne est en train de penser, de percevoir, son état émotionnel. Donc, je pense que cela, on l'a trop longtemps ignoré. Et évidemment, comme chercheur, moi, je veux confronter à ça des mesures objectives en utilisant les meilleures machines en neuroimagerie. Donc voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis désolé, j'ai commencé l'interview, il y avait plein de lumière. On vient de déménager, il n'y a pas encore de lumière ici. Et donc, je me vois disparaître petit à petit. C'est peut-être symbolique, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Et j'espère que vous m'avez bien entendu, même si l'image, elle est en train de petit à petit disparaître de votre conscience.